Merci à notre sponsor qui rend ce salon possible et on a le plaisir de poursuivre cette conférence sur la checklist administrative qui n'est pas une moindre affaire. Merci Isaac Barchicha de nous retrouver, Isaac de Monceau-Sipillet. Merci de nous retrouver et je te passe tout de suite la parole pour poursuivre cette conférence. Merci Clément. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de pouvoir participer à ce webinaire concernant la checklist administrative. Je voulais dans un premier temps rappeler les grandes lignes de ce que nous allons voir aujourd'hui pour les quelques minutes que nous avons ensemble. Premier lieu, nous allons revoir un peu les obligations fiscales, la vie financière en France, votre vie financière en France, les autres services éventuellement nécessaires, les soft skills qu'il faut avoir, bien évidemment, en tant que nouveau français ou ancien français, et derrière des questions éventuelles. Alors, en premier lieu, je voulais me présenter, savoir, voilà, je suis expert comptable en France, aux États-Unis et au Canada. J'ai vécu longtemps à l'étranger, maintenant je suis principalement en France. J'interviens beaucoup sur les entreprises, mais aussi les particuliers en France et à l'étranger. J'ai une expérience, une quinzaine d'années dans ce milieu. Et puis, parallèlement, je suis aussi traducteur assermenté en français et en anglais. Notary public qui peut être utile en France pour notarier des documents officiels. Et puis bon, voilà, élu de la République en France depuis 2020, puisque je suis maire adjoint d'une ville juste à côté de Paris. Aujourd'hui, je voulais vous parler principalement de ma fonction d'expert comptable dans ces différents pays, notamment des obligations fiscales, élément très important lorsqu'on quitte un pays, les États-Unis, le Canada ou autre, et qu'on vient s'installer ou se réinstaller en France après 10, 20, 30, 40 ans vécus à l'étranger. La première des choses qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce qu'on appelle la notion de résident fiscal. Alors, c'est une question qui fait couler beaucoup d'encre. Beaucoup de gens n'ont pas forcément la compréhension totale sur ce sujet et c'est important de vraiment comprendre cet élément de base, puisque c'est lui qui va déterminer au niveau de votre fiscalité si vous avez des impôts à payer en France ou à l'étranger. La première année, de toutes les façons, c'est une année split year, c'est une année à cheval de transition où vous aurez un petit bout à payer probablement aux États-Unis ou au Canada et un autre petit bout en France. Et l'année suivante, vous serez normalement résident fiscal français. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'on est résident fiscal français? Eh ben voilà, on a éventuellement passé 6 mois minimum en France. Alors, je dis minimum parce que sur une année complète, 183 jours, effectivement, c'est 6 mois. Mais si vous vous baladez un peu partout en France, dans le monde entier, et que vous passez la majorité de votre temps en France, même si c'est 6 mois, la France deviendra votre pays de résidence fiscale. Toutes ces conditions sont pas cumulatives, c'est ou l'une ou l'autre, hein. Ça veut dire que si l'une d'entre elles est respectée, donc vous devenez automatiquement résident fiscal français. Et on parlera des conséquences que cela veut dire. Si votre famille, vous, votre époux, vos enfants vivent en France, vous êtes résident fiscal français. Si votre résidence principale est en France, si votre activité première est sur le sol français. Et j'attire votre attention parce qu'avec le Covid, on voit beaucoup de gens travailler à distance. Là aussi, travailler à distance, mais sur le sol français, fera de vous un résident fiscal français. Et puis, les intérêts économiques, si vous avez un certain nombre d'intérêts en France, vous devenez résident fiscal de facto. Donc, si l'un de ces critères est respecté, du coup, vous êtes résident fiscal français et on peut l'être la première année sur 2 pays à cheval, puisque vous êtes une année de transition. Alors, comment fonctionne la fiscalité en France? Le but n'est pas de reprendre tout en détail, mais de rappeler un petit peu les grands fondamentaux. La première des choses, c'est bien sûr qu'on déclare ses revenus français, mais aussi ses déclarations des revenus étrangers. Alors, pour beaucoup, on pensait que c'est uniquement aux États-Unis, par exemple, qu'on déclare son impôt mondial. En France, on veut savoir, l'administration fiscale veut savoir d'où viennent vos sources, vos différentes sources de revenus. Déclarer ne veut pas dire que vous avez à payer de l'impôt, hein. C'est très important de le savoir, puisqu'il existe des conventions fiscales entre la France et les pays d'origine, très connues aux États-Unis et au Canada, où, grâce à ce mécanisme, vous n'aurez pas à payer 2 fois l'impôt. Dans la majorité des cas, la convention fiscale dit si l'impôt a déjà été payé là-bas, il n'est pas forcément à payer ici. Je dis bien dans la majorité des cas, parce qu'il y a des cas d'exception. Ce qui n'empêche pas que vous n'avez l'obligation de déclarer les revenus perçus à l'étranger. De même, comme vous aurez à déclarer les comptes bancaires étrangers. Très important, puisque là, depuis quelques années, on constate un renforcement
sur ce point-là de l'administration fiscale française, appelée DGFiP, Direction générale financière des aides publiques, des finances publiques. Il faut savoir que ne pas déclarer ses comptes bancaires à l'étranger, c'est 1 500 € de pénalité. Hein. Donc, même si on a des comptes bancaires vides, à zéro, ou avec 1 $, on a des comptes de retraite, on a des comptes de 401k, des IRA, des comptes pour les enfants, les fameux 529. Même les cartes de crédit avec plus de 10 000 € de dépenses annuelles sont à déclarer. Et c'est très important de le faire parce qu'on voit de plus en plus l'administration fiscale française envoyer des pénalités sur ce sujet. La date d'arrivée en France, c'est elle qui va gérer l'ensemble de vos revenus. Donc, comme j'expliquais un peu plus tôt, vous avez l'obligation la première année de déclarer vos revenus en France, même si vous arrivez en fin d'année. Hein. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient s'installer le 1er décembre en France, il aura une déclaration fiscale française à faire qui couvrira uniquement du 1er décembre de l'année N jusqu'au 31 décembre. Et tout ce qui s'est passé avant ne concerne pas l'administration fiscale française. C'est ce qu'on appelle la split year, l'année d'arrivée, de transition et de résidence fiscale entre les deux pays. Il existe 125 conventions entre la France et les autres pays, et ces conventions, bien sûr, traitent de l'impôt sur le revenu, appelé IR, impôt sur les sociétés, appelé IS, les contributions sociales et les fameuses capital gains, plus-value. Ce qu'elles n'incluent pas, c'est l'impôt sur la fortune immobilière, appelé IFI, anciennement ISF, Wealth Tax en anglais, pour lesquels il faut savoir que tous vos biens immobiliers situés à l'étranger seront exonérés du calcul de l'IFI les 6 premières années de votre nouvelle vie en France. Cette convention fiscale ou ces conventions fiscales ne traitent pas forcément des successions et donations, et on sait qu'en France, ce sont des sujets assez sensibles, puisque pour l'instant, la fiscalité sur ces sujets-là reste assez élevée. Les impôts en France, qu'est-ce qu'il faut savoir avant votre arrivée? Eh bien, si on n'a pas eu ou jamais eu de numéro fiscal, eh bien, il faut faire la demande. On peut en faire la demande en remplissant le formulaire 2043. On peut, c'est l'équivalent aux US par exemple, ou au Canada du Social Security Number ou du SIN, du NAS. Et donc, c'est grâce à ça que l'administration fiscale vous retrouve. Donc, la première année, forcément, déclaration papier, alors que d'habitude, c'est déclaration électronique. Et il va falloir en faire une demande pour vous et votre conjoint. Si vous avez déjà eu un numéro fiscal par le passé, il y a quelques années, même très longtemps, on peut demander au service des impôts pour les particuliers auquel vous appartenez de vous le réactiver pour que vous puissiez être identifié par l'administration fiscale. Très important d'avoir un numéro fiscal parce que c'est le seul moyen d'avoir un compte sur les impôts, un compte en ligne, puisque maintenant beaucoup de choses se font en ligne, et surtout pouvoir être facilement identifié par l'administration fiscale. Alors, comment les contacter? Plusieurs façons, soit via le site internet impôts.gouv, lorsque vous aurez votre numéro fiscal, une messagerie sécurisée, et si vous n'avez pas encore de messagerie sécurisée, bien sûr, la possibilité d'envoyer un mail ou bien de se rendre sur place. Attention, votre centre d'impôt a des horaires un peu particuliers ou un nombre de personnes limité, puisque c'est très important de prendre le rendez-vous au préalable. Oui, je précise, parce que c'est lié à ce slide, que même si vous n'avez aucun impôt à payer en France, puisque vous avez des revenus de source étrangère, vous avez l'obligation de faire une déclaration nulle à zéro. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous avez besoin de vous identifier auprès de l'administration fiscale d'année en année pour savoir si vous êtes toujours là, de quoi est composé votre foyer fiscal et autres. Et la deuxième, il faut savoir qu'en France, on adore encore le papier, on adore encore les documents, et l'avis d'imposition est un document tellement essentiel en France qui vous sera demandé par votre banquier, par votre bailleur, ou par votre travail ou autre. Et du coup, même si vous avez un avis d'imposition à zéro, il sera donc largement utile pour votre intégration ou votre retour en France. Alors, votre vie financière en France, qu'est-ce qu'on entend par là? Alors, plusieurs choses. Plein de personnes me disent, mais du coup, je vais revenir en France, je vais m'installer, je suis peut-être salarié, ça c'est assez simple, mais je veux peut-être ouvrir une entreprise en France. Quelles sont les différentes possibilités? On entend parler des LLC, LLP, C-Corp, S-Corp, etc. À l'étranger. En France, il existe plusieurs typologies de sociétés, mais je vous donne les 4 qu'on retrouve les plus souvent. La première, c'est la micro-entreprise, petite société, sole proprietorship, comme on dit aux États-Unis. Très facile à faire, pas besoin d'avoir un comptable, mais pas forcément autorisé à avoir des déductions. Ça, c'est embêtant. Les deux suivantes
ce sont la SAS et le URL. Bien évidemment, quand on est seul, ça s'appelle une SASU, mais c'est la même chose qu'une SAS quand on est à deux. Et URL, c'est la même chose qu'une SARL. Et là encore, on a la possibilité d'avoir une vraie société, l'obligation d'avoir un comptable, certes, mais on a la possibilité de se rémunérer, soit via des dividendes, soit des fiches de paye pour la SAS, soit via le fameux régime TNS, travailleurs non salariés, via le URL en France. Et ça permet donc de pouvoir facturer ses clients en France, en Europe ou à l'étranger, notamment aux États-Unis ou au Canada. Il y a un dernier statut que peu de gens connaissent, mais qui est très intéressant et parfois très intéressant pour ceux qui viennent faire le retour en France, c'est la CNFE. CNFE, c'est le Centre national des firmes étrangères, qui permet à une société étrangère, par exemple américaine, de pouvoir envoyer son salarié en France pour qu'il travaille en France. Hein. Et celui-ci recevra donc, au lieu d'avoir une fiche de paye américaine, il recevra une fiche de paye française, avec un contrat français. Et donc celui-ci pourra être complètement intégré en France, une fiche de paye, etc., etc. Et la structure américaine n'a pas d'obligation d'enregistrement, n'a pas l'obligation d'avoir un comptable et de payer des taxes et autres. Et parfois, on sait que les entreprises étrangères ont du mal encore avec l'administration fiscale française. Et donc, ça peut être une excellente solution pour celui qui veut continuer à être employé de sa société étrangère tout en restant en France avec une fiche de paye française. Ouvrir un compte bancaire en France. Alors effectivement, ça peut être parfois le parcours du combattant, notamment pour les citoyens américains. Donc quand on est franco-américain, on sait qu'en France, depuis la loi du FATCA et autres, il est devenu difficile d'ouvrir un compte bancaire en France. Ceci étant, la Banque de France le dit souvent dans ses publications, il n'est pas interdit pour un citoyen ou un résident fiscal français de demander l'ouverture d'un compte bancaire en France. Donc il faudra bien se battre éventuellement avec son banquier ou privilégier une relation peut-être en ligne. Hein, on sait qu'il existe des banques comme Shine, Conto, Boursorama et autres qui sont beaucoup plus simples. Je vous ai mis ici à droite les raisons, les avantages qu'il faut essayer de mettre en place dès votre arrivée pour avoir une relation avec votre banquier, ce qui est très important puisque vous aurez probablement à avoir des dépenses, besoin d'une carte bleue, peut-être acheter un bien immobilier. Il est donc important de pouvoir avoir une relation avec son banquier en France. Même en ligne, ça se fait et ça fonctionne très bien. Parfois, on peut ouvrir un compte bancaire en ligne pour commencer et après, on ouvre un autre compte bancaire en France via une banque qui a pignon sur rue et c'est plus simple parce que vous avez déjà un compte bancaire existant. Lorsque vous n'avez pas de compte bancaire existant, eh ben, c'est un peu plus dur parfois pour la banque qui a pignon sur rue de vous ouvrir un compte bancaire. Pour le professionnel, il faudra bien sûr préparer un business plan, on va en parler, être français ou avoir un visa valide, choisir sa structure de société, nous en avons parlé, et derrière, créer les statuts qui vont avec. Alors, pour les Américains notamment, il faut noter quelques points très importants. En France, vous n'avez pas le droit, si vous êtes citoyen américain ou green cardien, de trader, hein, de pouvoir acheter des actions, des obligations depuis la France avec votre compte US. Donc je sais que certains gardent leur compte Charles Schwab, Scott Trade ou autres et trade depuis les États-Unis, depuis la France, via des produits qui se situent aux États-Unis ou ailleurs. C'est interdit. Il faut faire vraiment attention à ce point-là. De la même manière que pour les contributions à son plan de IRA, ce n'est pas déductible fiscalement de votre déclaration fiscale américaine. Attention à certains investissements du type mutual funds en France qui risquent de rentrer dans le champ d'application de ce qu'on appelle FIC, qui est assez compliqué au niveau du ARS à déclarer. Enfin, les deux derniers points, il ne faut pas garder son adresse américaine. Certains le font parce que c'est plus simple, recevoir mon courrier ou autre. Mais attention, si vous gardez votre adresse américaine, vous devrez donc déclarer des impôts aussi bien au niveau de l'État fédéral, mais aussi au niveau local, c'est-à-dire le state. Et là, par contre, le state, les États, les 50 États des États-Unis, beaucoup ne reconnaissent pas les conventions fiscales qui sont signées entre l'État fédéral et la France. Et donc, vous pourrez vous être amené à payer deux fois les impôts, une fois en France parce que vous habitez en France, et une fois dans l'État qui ne reconnaît pas la convention fiscale entre la France et les États-Unis. Voilà. Donc ça, c'est les points importants que je voulais partager avec vous sur les interdits financiers. Et puis, les autres services, on en a parlé un petit peu un peu plus tôt. Bien sûr, il faut éventuellement traduire de manière assermentée l'ensemble de vos documents officiels. J'ai souvent des documents comme les extraits de naissance, les mariages, divorces, parfois même les tax returns canadiens ou américains, puisque c'est souvent demandé lorsque vous arrivez en France à la Sécu, à la CAF ou autre. Faire des copies d'apostille, donc aller apostiller l'ensemble des documents officiels en plusieurs fois, parce que vous en aurez besoin.
Imprimer bien évidemment des originaux en multiples reprises pour que vous en ayez un peu besoin un peu partout, puisqu'on vous demandera souvent des originaux. Et si, très important, vous n'avez pas encore de livret de famille ou n'a pas enregistré l'ensemble des enfants que vous pouvez avoir de votre union, le faire depuis le consulat ou l'ambassade aux US, c'est beaucoup plus rapide et plus simple dans un premier temps, avant votre arrivée en France. Enfin, il est possible aussi en France, comme j'ai expliqué, de faire notarier ces documents soit par l'ambassade, soit par des gens notariés. Si vous décidez de vendre votre maison aux US ou au Canada 6 mois, 1 an ou 2 ans après votre arrivée en France, et récupérer, on en a parlé un petit peu plus tôt, le relevé d'information auprès du DMV, donc le Department of Motor Vehicle, pour avoir une reconnaissance de votre permis, mais surtout de votre ancienneté en France. C'est très important parce que votre assurance en France va savoir, va vous demander si vous avez déjà été un conducteur. Si vous avez été un conducteur et que vous le prouviez avec des relevés d'informations, vous aurez droit à des bonus. Hein. Sinon, même si vous avez conduit depuis 20 ans, eh ben, ils ne vous donneront rien. Attention, une procédure de conversion entre le permis US et France n'est pas forcément applicable à tous les États américains ou avec tous les États canadiens. Et comme on a expliqué, le dossier de sécurité sociale, CPM, est parfois assez complexe et long et peut prendre beaucoup de temps. Enfin, je me permets de partager avec vous des petites choses de bon français. Et en tant que franco-américain, c'est pas simple, mais il faut essayer de garder ça en tête. Donc, prendre beaucoup de patience. Oui, les choses ne vont pas aussi vite qu'on a l'habitude aux US ou ailleurs. Attention, les horaires d'ouverture. Là encore, les week-ends, c'est fermé, les jours fériés, les horaires parfois sont un peu plus tôt qu'on peut avoir dans des bureaux administratifs à l'étranger. Il faut apprendre à changer ses habitudes. La France est effectivement différente que les USA, je pense que chacun le sait et c'est aussi peut-être pour ça que vous rentrez en France. Le système bancaire, on l'a dit, n'est pas très ami avec le passeport américain. Et puis, de manière générale, il faut rester zen, hein, essayer de rester cool, parce que l'intégration en France se passe très bien, mais ça peut prendre beaucoup de temps. Voilà, je vous remercie pour cette présentation. Et maintenant, je suppose que vous avez peut-être des questions pour moi. On a pas mal de questions. Merci beaucoup, Isaac. Effectivement, il faut garder son sang-froid, si on a bien compris. C'est un peu la clé de la réussite pour son impatriation. Est-ce que tu peux avoir peut-être une grande timeline, juste si on, voilà, à peu près quelles étapes timer pour être un peu dans les temps et faire les choses sereinement. Si, voilà, si imaginons qu'on rentre le 31 décembre, à peu près à quel moment se prendre pour faire les choses en bonne et due forme. Alors, pour la partie fiscale, bien évidemment, le plus tôt vous pourrez vous enregistrer auprès de l'administration fiscale pour activer ou réactiver votre identité fiscale en France, le faire le plus tôt possible, parfois même avant votre arrivée ou dès votre arrivée, ça peut être intéressant, d'autant plus que les impôts sont déclarés en France fin mai, début juin. On n'a pas les mêmes deadlines qu'on peut avoir aux US et on n'a pas la possibilité d'extension comme on a aux US. Donc, très important sur la partie fiscale de le faire le plus tôt possible. Pour la partie purement administrative, les documents de naissance, de mariage, d'union et autres, le faire le plus tôt, même 3 mois, voire 6 mois avant votre arrivée en France, parce que les documents qu'on demande sont en général doivent être datés dans les 6 à 12 mois avant votre arrivée en France, de trouver peut-être un traducteur assermenté comme moi, parallèlement, pour vous traduire les documents officiels comme ça dès que vous arrivez en France. Le lendemain ou la semaine où vous arrivez, vous pouvez aller, le parcours du combattant commence et aller directement auprès de la CPM, auprès de la CAF et pouvoir leur donner un certain nombre de documents en amont, puisque vous avez suivi ce webinaire, et pouvoir rentrer dans le système au plus vite. Super, merci. Je vais rebondir avec une question de Christophe qui nous demande est-ce que c'est utile de faire une déclaration à zéro en France l'année précédente de notre retour afin de faciliter les choses? Alors, je vais répondre oui et non. Oui, parce que tout document administratif en France a une valeur, qu'il y ait 0 ou qu'il y ait 1 million d'euros, c'est le document qui compte et effectivement, c'est utile. Par contre, aucune utilité si vous n'y êtes pas. Maintenant, si vous arrivez le 1er janvier de l'année N, effectivement, c'est peut-être utile de commencer l'année précédente, le 31 décembre, pour pouvoir faire une déclaration à 0 et très vite être dans le système. Mais si vous arrivez en milieu d'année N, inutile de faire rétroactivement parce que n'oubliez pas, dès que vous déclarez vos impôts en France en tant que résident, vous avez un certain nombre d'obligations, notamment les revenus étrangers. Et donc, ça peut être pas si simple que ça si vous n'êtes pas encore arrivé en France. Et vous avez aussi l'obligation de déclarer l'ensemble de vos comptes bancaires étrangers. D'accord, ok, merci. Edgar nous dit donc pour l'année de transition, il faudra faire les deux déclarations et payer ses impôts dans les deux pays.
Alors, Voilà. l'année de transition, oui, c'est ce que j'ai appelé le split year, où il y aura 2 déclarations à faire. Et après, si vous avez un bon professionnel qui vous accompagne, le split entre est-ce que je paye un petit bout ici et un petit bout là-bas devrait bien se faire, de façon à éviter de payer l'impôt 2 fois. Super, merci. On a un cas pratique aussi avec Karine qui nous explique qu'elle rentre définitivement en France avec son fils début août. Elle va pas travailler cette année, mais son mari reste aux États-Unis pour terminer sa mission. Le centre de leurs intérêts économiques sera donc américain pour cette année. Est-ce qu'on doit faire une déclaration d'impôt française non résident pour Alors 2022? Alors Karine, il faut faire attention, c'est, ce qui est dit là n'est pas forcément correct. Si vous êtes marié et que votre mari reste aux États-Unis, que vous décidez d'entrer en France, du moment que vous rentrez en France de manière d'une volonté permanente, que votre enfant va à l'école ou que vous réintégrez en France, vous devenez résidente fiscale le jour même. Il peut y avoir dans un couple ce qu'on appelle un couple mixte. Le monsieur n'est pas résident fiscal, ce qui est votre cas, et madame est résidente fiscale. Donc, il n'y aura aucun problème à déclarer madame vos revenus. S'il n'y en a pas, bah, ça sera zéro, mais au moins à faire une déclaration parce que vous en avez l'obligation. De pouvoir intelligemment aussi inclure monsieur, puisque c'est ça qui est pas mal, de dire bah, j'ai un mari, mais lui, il habite à l'étranger. Ça permettra aussi à l'administration fiscale de savoir que vous êtes en couple et qu'il n'y a pas de revenus étrangers à déclarer pour lui à ce stade, puisqu'il n'est pas encore résident fiscal français, de manière à ce que le jour où il débarque définitivement en France, il sera déjà intégré dans le système. Super, merci. Et Edgar nous demande aussi les questions sur les cryptos. Est-ce que si on a des cryptos aux États-Unis et qu'on veut les transférer en France, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des explications Alors, concrètes? voilà. Alors, de manière générale, l'ensemble des comptes bancaires étrangers doivent être déclarés. Crypto ou pas crypto, ça fait partie des comptes bancaires. Il y a un formulaire qui s'appelle le formulaire 3916 pour les comptes classiques et 3916 bis pour les comptes virtuels, crypto ou autres. Ça, c'est pour la déclaration compliance de j'ai des comptes crypto. Si demain vous décidez de transférer des États-Unis vers la France des comptes crypto, il n'y a aucun problème. La notion fiscale démarrera au moment où il y aura des plus-values. Donc, si vous avez transféré pour 100 de les États-Unis vers la France, il n'y aura pas d'impact fiscal puisqu'il n'y a pas de liquidation. Le jour où vous allez liquider votre position et vendre certains de vos cryptos, il y aura donc des plus-values, du capital gains, et ce capital gains sera donc à payer en France. Super. Est-ce qu'on peut garder aussi un compte aux États-Unis quand on rentre? Enfin, aux Il États-Unis n'y ou a, ailleurs d'ailleurs. il n'y a aucun problème à maintenir un ou plusieurs comptes bancaires à l'étranger, même s'il s'agit des comptes de retraite ou autres. On parlait des ARE tout à l'heure, on peut le maintenir, on n'a plus le droit de contribuer et de récupérer la déduction fiscale. Par contre, tous les comptes dits classiques, on peut les avoir sans aucun problème, tout en vivant en France. Super. Alors, je sais que tu as pas mal de cordes à ton arc. Est-ce que tu peux juste nous rappeler un petit peu les services que tu proposes avec Monceau CPA? Alors, Monceau CPA est un cabinet d'expertise comptable principalement orienté sur les administrés français, américains, canadiens et anglais. De par ces compétences, on connaît bien le milieu international, aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Et donc, on est amené à déclarer les tax returns français et étrangers de nos clients qui ont des besoins en France et outre-Atlantique. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, traduction assermentée de pas mal de documents administratifs, puisque c'est toujours nécessaire d'avoir des documents traduits et notamment assermentés, puisqu'il s'agit du tampon. On parlait tout à l'heure pour ceux qui ont des besoins de notarize, de notarier des documents officiels en France pour les États-Unis pour la vente, pour éviter qu'ils aient à déménager ou à voyager pour signer un document. Et de manière générale, on bénéficie d'un réseau assez développé d'avocats, de notaires, de banquiers qu'on présente souvent à nos clients lorsqu'on ne peut pas nous-mêmes les accompagner sur des sujets qui dépassent le périmètre d'un expert comptable. Et je rappelle, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Isaac. Vous pouvez flasher le QR code qui s'affiche en ce moment. Et bien entendu, on redonnera les coordonnées d'Isaac après dans le replay de cette conférence. Une petite dernière question. Est-ce que tu peux répéter le nom de la société à créer quand on veut continuer à être payé depuis une compagnie au Royaume-Uni avec un bulletin de paie français? Vanessa nous demande ça. Alors, ça s'appelle une CNFE, donc Centre national des firmes étrangères. Ça s'appelle aussi souvent un TFE, donc si vous tapez sur Internet, vous trouverez l'information.
On peut vous accompagner, vous pouvez le faire vous-même. L'objectif, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est de pouvoir maintenir la société toujours son siège à l'étranger, ne pas avoir à l'enregistrer comme une succursale, une branche ou une entité à part entière en France, tout en permettant à son employé qui est employé aux États-Unis de pouvoir devenir employé de la société américaine, mais en France. Puisque je rappelle, il y a une notion très importante de territorialité fiscale. Si vous travaillez depuis le sol français, même si vous êtes à distance, vous avez l'obligation de faire deux choses, d'enregistrer votre activité. Donc, si vous êtes en CNFE, vous êtes enregistré, puisque votre activité est enregistrée de la société, et de déclarer les revenus perçus par cette activité taxés en France. Attention, puisque j'ai certains qui me font des salaires aux États-Unis, ou bien du 1099, du indépendant de contracteur, légalement, fiscalement en France, vous devriez être fiscalisé en France, en plus de ce que vous êtes fiscalisé aux États-Unis. Donc attention à la double imposition, la convention fiscale ne couvre pas ce cas-là, puisque vous devez être ou là, mais pas là-bas. Vous êtes ici ou là-bas, mais pas en même temps les deux. Super. Merci beaucoup, Isaac, pour toutes ces explications. C'est dense, donc n'hésitez pas à le contacter ou à contacter Delphine que vous avez eu tout à l'heure. Merci beaucoup. On se retrouve. Merci, Isaac. À très bientôt. On se retrouve, nous, cet après-midi.